On voit qu'on a un panel très hétéroclite. Et on va attaquer avec François-Noël Gilly. François-Noël Gilly, président de l'Université Lyon 1. Il est celui qui, en Europe, a réalisé la première chip. Il est celui qui a monté le réseau RENAP avec l'aide bien sûr de l'INCa, mais c'est lui qui a réussi à fédérer l'ensemble des équipes travaillant dans la carcinose péritonéale, d'abord sur les tumeurs rares, et puis ensuite on a essayé modestement avec Marc et les autres de prendre le relais. C'est mon maître et je suis donc très, très content et heureux qu'il ait accepté de venir initier ce programme et nous parler de l'historique de la prise en charge des carcinoses péritonéales. C'était bien naturel que ce soit lui qui inaugure cette semaine de cours. François, c'est à toi. Merci Olivier. Alors effectivement, si j'ai bien compris, tu as sorti papy du placard pour venir faire le cours d'histoire au début du DU, mais c'est finalement le privilège des anciens, donc je ne vois là-dedans rien de mal, je suis même ravi d'être là aujourd'hui, puisque comme tu l'as souligné, ça me change un peu de mon nouveau travail qui est de présider une université, et finalement je préférais mon boulot d'avant. Le bloc opératoire, c'est parfois compliqué, mais c'est beaucoup plus simple que de gérer une université. Alors Marc Pocard et Olivier Gléhen m'ont demandé de venir démarrer les enseignements de ce DIU en vous faisant très rapidement, on va essayer d'aller vite, un petit chapitre sur l'historique de la prise en charge des carcinoses péritonéales et en particulier de la chip et de la chirurgie de cytoréduction. Alors forcément, ça ne pouvait commencer qu'avec cette phrase sur la diapositive, parce que sans ça, j'aurais déçu et Olivier Gléhen et Marc Pocard. La grosse question qui se pose, c'est aurions-nous découvert l'eau chaude? Et je vous montrerai tout à l'heure dans une diapo suivante pourquoi je pose cette question d'emblée, mais c'est une question avec un point d'exclamation, bien entendu. Alors, je me focalise pour l'historique sur les carcinoses qui sont d'origine colorectale, parce que ça a été les premières qui ont été prises en charge, mais on aurait pu aussi élargir le propos. Je crois que pour parler de carcinose colorectale, la première chose importante, c'est d'avoir l'état des lieux avant qu'apparaisse la chip, avant qu'apparaisse la chirurgie de cytoréduction. Et en gros, il y avait eu, de mémoire dans la littérature, 3 études qui s'étaient intéressées à quelle était la durée de vie d'une carcinose d'origine colorectale lorsqu'on les traitait. À l'époque, on appelait ça du traitement palliatif. Nous avions eu l'occasion, avec l'équipe lyonnaise, mais en collaboration avec des équipes grenobloises, stéphanoises, etc., de faire un premier PHRC qui s'appelait EvoCap 1 et qui consistait à inclure les patients diagnostiqués avec une carcinose péritonéale. Alors on avait inclus les colons rectums, mais il y avait aussi les estomacs, etc. Et de regarder ce que cela devenait. Clairement, la carcinose d'origine colorectale, quand on la traite comme on le faisait avant l'apparition de la chirurgie extensive et de la chip, c'est 0% de patients vivant à 5 ans. Et si on regarde dans le détail, il y avait eu 118 patients porteurs d'une carcinose d'origine colorectale. Vous voyez que la moyenne globale de survie, c'était 5,2 mois. Et que, à l'époque, c'était le système de stadification qu'on utilisait. Mais lorsque la carcinose était vraiment une carcinose très très petite, très discrète, quelques petits grains ça et là dans le péritoine, on arrivait à obtenir 1 an de survie. Dès qu'on était dans des carcinoses beaucoup plus avancées, avec des gros nodules, on descendait à 3 et 5 mois. Alors bien entendu,
vu l'époque où ça a été réalisé, c'était une époque où ce que l'on appelait le traitement palliatif de la carcinose péritonéale, c'était les chimiothérapies de l'époque. Il faut prendre ça en compte dans nos raisonnements. À l'époque, c'était essentiellement le 5-FU, acide folinique. Il n'y avait pas encore l'irinotécan, il n'y avait pas encore l'oxaliplatine, et bien entendu, il n'y avait pas les thérapies ciblées. Néanmoins, cette première publication faisait un état des lieux sur ce qu'était la carcinose péritonéale. Alors après, pour en revenir à l'histoire proprement dite, pourquoi à Lyon on est parti dans la carcinose péritonéale? Parce que dans la course d'obstacles qui mène à l'agrégation, j'avais dû faire une mobilité. J'étais parti faire cette mobilité au Japon. Je l'avais fait à la fois à Tokyo Université et à l'université de Totori, qui est dans le sud du Japon, dans la ville de Yonago. Sur Tokyo, j'avais pu travailler et rencontrer Shigeru Fujimoto, qui était un chirurgien japonais spécialisé dans le cancer de l'estomac. Vous savez que là-bas, ils en ont beaucoup. Et Shigeru Fujimoto travaillait sur la mise au point de techniques permettant de réaliser des chimio-hyperthermie intrapéritonéale. J'étais ensuite allé à Totori, je devais rencontrer Shigemasa Koga, qui était à l'époque le grand nom de la chirurgie gastrique. Malheureusement, Koga était décédé 8 jours avant que j'arrive, mais son équipe m'avait ouvert l'ensemble de leur laboratoire de recherche. Et j'avais pu découvrir à ce moment-là tous ces développements, cette mise au point de techniques de chip. Quand j'étais revenu en France, j'avais consacré mes travaux de recherche à mettre au point cette technique sur l'animal. À l'époque, le modèle, c'était le chien beagle. T'en as pas? On est obligé de continuer avec le micro parce que... Non? Oui? Bon. Et donc, on avait pu ainsi sur un modèle animal avec, forcément, puisque je suis le papy chip, excuse-moi Annie, mais avec mamie chip, puisque à l'époque c'était elle qui travaillait aussi là-dessus et qui endormait ces pauvres chiens beagle qui ont supporté des chips. Et on avait pu mettre au point la technique. Alors pourquoi faire de la chip elle-même et de la chirurgie dans ces carcinoses péritonéales? Quelles sont les raisons profondes? Je dirais qu'il y a 4 raisons, du moins c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque, pour utiliser cela. Première raison, c'est le pronostic absolument affreux de ces carcinoses si on se contente de les regarder. Et si on ne fait rien, on sait qu'il n'y a pas de survie à 1 an. À l'époque, les papiers, mais ils commencent à dater, montraient que les cancers colorectaux récidivaient majoritairement à l'intérieur de la cavité abdominale. Alors il y avait bien sûr la cible hépatique, mais il y avait aussi la cible péritonéale qui était concernée. La deuxième raison, c'est que la chirurgie d'exérèse, en chirurgie digestive cancérologique, on sait que c'est un point de passage obligé pour les tumeurs d'origine digestive, bien sûr pour les tumeurs primitives. On le savait aussi à l'époque déjà pour un certain nombre de sites métastatiques des cancers digestifs. C'était bien sûr les localisations ganglionnaires avec les curages qui commençaient à apparaître. C'était les localisations métastatiques dans le foie. Et puis il y avait déjà à l'époque des séries qui montraient que dans les métastases pulmonaires des colorectaux, si on arrivait à faire des exérèses complètes de la métastase, on redonnait un petit peu de chance de survie aux patients. Et puis plus généralement sur la chirurgie abdominale, on savait que dans le modèle du cancer de l'ovaire, on connaissait l'importance très importante de la qualité de la chirurgie de débulking initiale. Si elle avait été complète, on laissait indiscutablement plus de chance aux patients. Donc cette histoire d'exérèse de la tumeur maligne primitive dans la cavité abdominale pour le digestif, c'était déjà à l'époque le point de passage obligé pour espérer obtenir un traitement curatif. Et c'est sûr que quand on voit ce type de volume tumoral, alors là je vous ai mis une diapositive qui montre un énorme pseudomyxome péritonéal, c'était du grade 3, donc c'est déjà du cancer mucineux. Bonjour. On se doute bien que sur ce type de volume tumoral, une chimiothérapie systémique n'a absolument aucune chance de pouvoir donner des résultats. Alors après, il restait pourquoi la voie intrapéritonéale pour la chimio et pourquoi rajouter l'hyperthermie. La voie intrapéritonéale, alors là, ce sont
les choses de l'époque. Je vous ai rajouté les publications d'Armstrong qui datent de 2006 et qui sont venues nous conforter a posteriori. À l'époque, on savait simplement, il y avait des papiers dans le Lancet et dans le JCO qui montraient qu'effectivement, in vivo, mais aussi in vitro, on pouvait obtenir des concentrations de chimiothérapie supérieures lorsqu'elles passaient par voie intrapéritonéale. Il y avait eu les études de Markman qui avaient montré, là encore, des différences de concentration très significatives quand on utilisait la voie intrapéritonéale. Donc il y avait un rationnel pour utiliser cette voie intrapéritonéale de chimiothérapie. Je vous l'ai mis ensuite, mais c'est vrai que j'ai rajouté ça ce week-end sur les diapos parce que c'est postérieur à notre démarrage de la CHIP. Vous vous souvenez peut-être que dans les années 2006-2007, Armstrong et puis ensuite d'autres groupes de travail américains ont démontré que la chimio intrapéritonéale, en particulier dans le cancer de l'ovaire, pouvait avoir des avantages très significatifs. Enfin, pourquoi l'hyperthermie? Alors là, sur pourquoi l'hyperthermie, je laisserai quand même quelques points d'interrogation parce que on sait que l'hyperthermie est cytotoxique pour la cellule cancéreuse à partir de 42,5 degrés, mais ça n'a été démontré que in vitro et ça n'a jamais été démontré in vivo. Deuxième chose, qui là a été démontré à la fois in vitro et in vivo, mais là encore que sur modèles animaux, le fait de combiner chimiothérapie et hyperthermie à partir de 42 degrés, 42,5 degrés, on n'a pas un effet d'addition, mais on a un effet synergique. Alors c'est quelque chose qui est facile à démontrer sur des cultures de cellules. C'est ce que vous montrent les courbes qui sont par côté. C'est bien entendu quasiment mission impossible à démontrer chez l'homme. Donc sur le rationnel de l'hyperthermie, il y a des démonstrations claires, indiscutables, sur culture cellulaire et sur l'animal. La démonstration chez l'homme, elle est plus complexe à faire. Vous savez qu'il y a eu dans d'autres disciplines médicales, les radiothérapeutes utilisent l'hyperthermie dans certains pays en combinaison à la radiothérapie. Parfois, certains, l'hyperthermie seule, mais il n'y a pas de série comparative. Ce sont souvent des séries rétrospectives. Il y en a qui proposent des résultats, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de résultats. Donc, sur la chaleur, je laisse un point d'interrogation parce qu'à mon avis, personne ne possède la démonstration absolue de l'hyperthermie. Je parle chez l'homme, puisque en culture cellulaire, c'est complètement démontré. Voilà, alors je reviens sur l'histoire. Donc après, avec Annie Beaujard-Sayag, on a développé ce qui permettait de réaliser la CHIP. La première patiente traitée a été traitée en novembre 1989. Comme souvent, quand on démarre une technique nouvelle, c'était une très mauvaise indication. C'était une indication, j'allais dire, humaniste plus que scientifique. C'était une femme jeune qui avait 35 ans, qui avait une carcinose péritonéale épouvantable. S'il n'y avait pas le PCI à l'époque, mais je pense que s'il y avait eu le PCI, il aurait été, oui, probablement au-delà des limites du PCI, avec un énorme cancer de l'estomac. Bon, mais c'est souvent comme ça, quand une nouvelle technique démarre, les indications initiales ne sont souvent pas les indications qui restent après. Voilà le système qu'on utilisait. Alors ça, c'est le premier système que Annie Sayag-Beaujard avait mis au point. C'est celui qu'on avait utilisé et validé sur le modèle animal. Vous voyez, c'était des espèces de pompes de circulation extracorporelle qu'on récupérait chez les chirurgiens cardiaques de Lyon. On montait ça avec des capteurs thermiques. Il y avait un système de chauffage qui était distinct des pompes de CEC. Et merci beaucoup. Donc ça, c'était le premier système. Et puis, comme Mamie Chip est très têtue, Mamie Chip, elle en avait marre au bloc opératoire d'installer toutes ces tuyauteries, tous ces capteurs thermiques, les pompes de CEC, etc. Donc elle s'est mise à travailler avec des ingénieurs. Elle est allée chercher de l'argent auprès de la région Rhône-Alpes. Elle a monté un fonds d'incitation au transfert de technologie. Elle a réussi des trucs assez incroyables et elle a fini par mettre au point
dans les années 98, cette machine qui au début a une taille un peu gigantesque, mais qui ensuite a modifié son design et qu'on a appelé le cavitherme. Alors, à partir de 89, on démarre le premier essai de phase 2. C'était après avoir fait cette première indication qui, comme je vous l'ai dit, était une indication plus humaine que scientifique. Donc à partir de là, on fait un premier essai de phase 2. Il y a déjà l'idée d'enlever la tumeur, de faire la chip, mais forcément à ce moment-là, enlever la tumeur, on ne va pas dans les extrêmes, comme on est allé au-delà. Il y a déjà quelques petites zones de péritonectomie, comme vous les connaissez, puis vous les reverrez dans le cours de ce DU, je passe rapidement là-dessus. La chip, à l'époque, elle est faite juste avec la mitomycine C. Elle dure 1h30. Et simplement, voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà la première série, la première étude de phase 2 qui est publiée. Alors, c'est le début de l'apprentissage de la technique pour l'équipe. Et vous voyez qu'il y a 53 patients qui sont dans cette étude. Il y en a 13 qui ont déjà leur tumeur primitive qui n'est pas résécable. Ça ne se ferait plus, ça, aujourd'hui. Et puis surtout, si on prend les standards actuels, il n'y en a que 10 qui ont une chirurgie optimale, une chirurgie macroscopiquement complète de leur carcinose. Il n'empêche que dans cette courbe de survie, vous avez déjà pratiquement ce que sont les indications aujourd'hui de la chip. C'est-à-dire que si vous regardez bien, lorsque on est dans ce que l'on appelait à l'époque les stades 4, c'est-à-dire les PCI énormes, et c'est dans ce groupe qu'il y a les primitifs non résécables et les chirurgies incomplètes. Quand on est dans ce groupe, finalement, il n'y a plus de survivants à 1 an. On est vraiment pratiquement sur l'étude EVOCAP 1 lorsque c'était du traitement palliatif. Par contre, quand on est dans les stades 1 et 2, c'est dans cette courbe-là que se situent les 10 malades qui avaient eu la chirurgie optimale et ceux qui avaient des petites carcinoses. Alors là, par contre, on voit apparaître des survies qui, pour l'époque, étaient miraculeusement longues pour des patients porteurs de carcinose péritonéale. Finalement, cette courbe, qui commence à dater, montrait bien dans quelle direction allaient se faire les indications, et celles que vous montreront Marc et Olivier dans le cours de ce DU. Alors, voilà pourquoi je vous ai parlé d'eau chaude, parce que quand cette publication est sortie, la grande réflexion de mes petits camarades, en particulier français, PUPH forcément, pardon Christophe, mais à l'époque, tu vois, le papier est paru en 93, ils étaient PUPH à l'époque, moi je ne l'étais pas encore, c'était quelques années avant. Et la réflexion classique, c'était Gilly, il est gentil, il fait de l'eau chaude pour traiter le cancer. C'était la phrase qui circulait de partout. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce qu'on a découvert l'eau chaude. Et puis il y avait des choses aussi qui étaient à la fois difficiles à supporter pour moi et puis pour l'équipe. Et dans l'équipe, il y avait un petit jeune qui venait de finir son externat et qui arrivait, qui s'appelait Olivier Gléhen. Et il n'aimait pas quand son vieux se faisait comme ça, allumé dans les congrès. Mais ça, c'était une phrase qui était plus violente parce que c'était plus difficile de l'encaisser. C'était Gilly et son équipe, ils font des thérapeutiques beaucoup trop agressives, avec des morbidités, mortalités terribles, chez des patients qui, de toute façon, sont foutus. Et ça, c'était indiscutablement une remarque qui, à l'époque, n'était pas complètement fausse. Et c'est une remarque qui, sûrement, est une remarque à prendre en compte dans les indications, dans ce que sont aujourd'hui les indications de la chip. C'est pour ça que je vous ai mis ces 2 petits commentaires. Et vous voyez que finalement, quand on lance une nouvelle technique, finalement, les commentaires, ils sont un peu durs à encaisser. Mais à l'intérieur des commentaires, on trouve des choses pour implémenter la technique et ses indications. Alors, malgré les petits commentaires, on a pu continuer. D'abord parce que j'avais autour de moi Annie Sayac-Beaujard qui avait décidé que c'était comme ça, on continuait même si c'était de l'eau chaude. Il y avait le petit Gléhen qui arrivait, et puis surtout, il y avait des collègues dans un certain nombre de pays qui sont ceux que vous retrouvez aujourd'hui dans les équipes expertes de la carcinose péritonéale. Il y avait en France Dominique Elias, il y avait Marc Pocard qui est ici, et puis surtout, il y avait aux États-Unis Sugarbacker, il y avait Yonemura au Japon, il
il y avait Brendan Moran en Angleterre, etc., etc., Frank Zoetmulder aux Pays-Bas. Et puis, puisque j'ai entendu que nous avions une collègue italienne dans la salle, alors je le dis franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas où il est là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux hommes de la chip en Italie, c'est Marcello et Alfredo à Rome. Ce ne sont pas eux qui ont fait la première chip en Italie. Celui qui a fait la première chip en Italie, il est là, c'est Michele De Simone. À l'époque, il était à l'Institut des tumeurs de Turin. Aujourd'hui, il est à Florence. Mais c'est Michele De Simone qui a fait la première chip dans votre pays. C'est pour ça que je le souligne. Voilà. Donc, grâce à eux, on a pu continuer. Après, j'ai la machinerie Olivier Gléhen qui s'est déclenchée. Donc, Olivier s'est mis à continuer la recherche là-dessus. Il y a eu ce premier papier dans le JCO en 2003 qui montrait là clairement qu'à partir du moment où on faisait une chirurgie optimale, on pouvait obtenir des taux de survie dans la carcinose colorectale qui étaient tout à fait impressionnants. Il y a eu en même temps, dans le même JCO en 2003, l'essai randomisé de Zoetmulder et Vic Verval aux Pays-Bas. Alors ils avaient randomisé chirurgie chip versus chimiothérapie systémique. Il y avait une différence à 2 ans qui était plus que significative, comme vous le voyez. Cet essai randomisé, qui est aujourd'hui toujours le seul publié, qui est l'essai historique, il est très critiqué. Mais il est très critiqué aujourd'hui, parce que les gens disent « Oui, mais dans le bras contrôle, il y avait de la chimio systémique, c'était du 5-FU acide folinique. » Ben oui, parce qu'à l'époque, de nouveau, il n'y avait pas l'irinotécan, il n'y avait pas l'oxalie, il n'y avait pas les thérapies ciblées. Donc effectivement, le bras contrôle, c'est 5-FU acide folinique. Mais 2003, c'est l'année où sortent ces 2 papiers qui vont transformer les choses. Ensuite, de nouveau, Gléhen qui arrive à fédérer autour de lui toutes les équipes qui, à travers le monde, font de la chirurgie de cytoréduction et de la chip. Il arrive à colliger 503 patients porteurs de carcinose péritonéale d'origine digestive, traités par chirurgie et chimio intrapéritonéale. Et c'est ce premier papier qui montre sur une large étude multicentrique qu'on peut obtenir, si la chirurgie est optimale, R0, R1, des résultats qui sont plus de 30% de survie à 5 ans. Ça veut quand même dire un patient sur 3 en vie à 5 ans dans une carcinose péritonéale qui auparavant avait 0% de survie à 12 mois. Alors, après, c'est 2008, la prestigieuse Association française de chirurgie qui nous tournait le dos depuis un certain nombre d'années. C'est là qu'il y avait les gens qui disaient que Gilly faisait de l'eau chaude dans le cancer. Une fois qu'il y a eu les 2 papiers dans le JCO, l'AFC, effectivement, nous a demandé à Dominique Elias, à Olivier Gléhen et à moi-même de consacrer la monographie de l'Association française de chirurgie à la carcinose péritonéale d'origine digestive. On a pu regrouper là une série sur 25 institutions, mais 25 institutions francophones. De mémoire, c'était essentiellement la France, la Belgique, le Québec, c'est ça, hein, France, Belgique, Québec et Suisse. Voilà, on a pu pouler 1290 patients qui avaient eu de la chirurgie et la chip. Et là encore, avec une survie globale à 5 ans qui était de 37%. Alors, il y avait des études en sous-groupe, puisqu'il y avait 523 carcinoses colorectales, il y avait aussi des cancers gastriques, il y avait aussi des tumeurs rares du péritoine. Et je focalise simplement sur les cancers colorectaux dans cette étude multicentrique de l'AFC. Juste quelques petits points pour vous montrer que c'était essentiellement, il y avait 60% de carcinoses péritonéales vraiment importantes, des carcinoses qui auraient été probablement dans des PCI supérieurs à 15 ou 18 à cette époque. La chirurgie optimale de cytoréduction, vous voyez qu'à ce moment-là, petit à petit, les équipes avaient maîtrisé les techniques de péritonectomie et d'exérèse macroscopiquement complète. 85% de CC0, donc ça veut dire 85% de résection optimale. Alors c'était des chips soit à la mitomycine, soit à l'oxaliplatine, technique ouverte ou technique fermée, peu importe, il n'y avait pas de différence entre ces 2 techniques. Une morbidité,
significativement importante, 30%, et ça c'est sûrement un sujet dont vous allez reparler dans ce DIU. Un taux de réopération significativement important aussi, plus de 10%. Alors là, c'était les premiers pronostics pour la mortalité et la morbidité. Je le souligne parce que je suis sûr que vous allez reparler de ça. Dans les facteurs qui aggravent la morbidité ou la mortalité dans la chirurgie de cytoréduction couplée à la CHIP, il y a indiscutablement le nombre d'années d'expérience de l'équipe. Et je crois que c'est sur la diapo suivante, je vais vous montrer ce que ça donne en courbe de survie. Voilà les courbes de survie en fonction du nombre d'années d'expérience du centre où était pris en charge le patient. Et vous voyez que là, il y avait un petit P qui était franchement significatif, en particulier les équipes qui avaient vraiment une expérience sur 7 ans, 8 ans, 10 ans, avaient des taux de morbimortalité qui étaient significativement inférieurs à ceux des équipes qui n'avaient que 3 ou 4 ans. Au passage, la survie à 5 ans dans les carcinoses d'origine colorectale, quand on est capable de faire une chirurgie optimale, vous voyez qu'un patient sur 3 est en vie à 5 ans et que ça, c'était tout à fait nouveau dans la carcinose péritonéale. Voilà. Alors, après, et c'est sûrement quelque chose dont vous allez reparler, il y a une étude randomisée qui est en cours. Donc, on aura, je l'espère, d'ici 2 ans, la réponse aux grands points d'interrogation qui existent depuis la première patiente traitée, depuis novembre 1989. Cependant, même si nous n'avons pas aujourd'hui encore cette fameuse étude randomisée pour tout démontrer, je voudrais juste vous souligner quelque chose. Si on compare la chirurgie des métastases péritonéales à la chirurgie des métastases hépatiques. Aujourd'hui, personne ne remettrait en question l'intérêt de la chirurgie des métastases hépatiques lorsque les indications sont bonnes, bien entendu. Et pourtant, la chirurgie dans les métastases hépatiques, le niveau de preuve, il n'est pas supérieur à celui que nous avons aujourd'hui dans la chirurgie de la carcinose péritonéale. Je dirais même que c'est exactement les mêmes choses. Si vous regardez le niveau de preuve dans la chirurgie des métastases hépatiques, il y a eu ce papier de Surgery en 88 qui était typiquement ce qu'a fait Gléhen en 2004, c'est-à-dire pouler du multi-institutionnel en rétrospectif. Et ce papier de Surgery, c'est du rétrospectif, mais regardez bien les dates d'inclusion des 850 patients. C'est sur un nombre d'années considérable. Il y a eu le rapport de l'AFC en 92, c'était Norlinger et Daniel Geck. Là encore, c'est du multi-institutionnel, 85 institutions, 1800 patients qui sont inclus. Là encore, sur une période de temps très longue, de 59 à 91, le rapport de l'AFC. Ça donne une survie à 5 ans qui est aux alentours de 30%. Mais en dehors de cette série, de ces 2 séries rétrospectives, celle de Surgery et celle de l'AFC, il n'y a toujours pas d'essai randomisé pour démontrer l'intérêt de la chirurgie des métastases hépatiques. Il y a eu beaucoup de phase 2. Finalement, c'est exactement la même chose que pour les carcinoses, sauf qu'il y a en plus dans les carcinoses l'étude randomisée de Zottmulder. Elle est discutable, certes, mais finalement, le niveau de preuve est exactement le même dans ces 2 approches chirurgicales de la maladie cancérologique. Voilà, alors, est-ce qu'on a découvert l'eau chaude? Je n'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que finalement, on s'est basé sur le rationnel de toute la chirurgie digestive oncologique, c'est-à-dire faire des exérèses macroscopiquement complètes, optimales, avoir recours à un traitement loco-régional pour traiter la maladie microscopique résiduelle. C'est la grosse question donc, que vous allez sûrement aborder dans ce DIU sur, une fois qu'on a fait la chirurgie de cytoréduction, elle est optimale, mais ne reste-t-il pas des cellules libres qui se baladent dans la cavité une fois que vous avez fini votre geste chirurgical? Et puis, bien entendu, on s'est appuyé aussi sur le 3e pilier qui était, en post-op, la chimio systémique pour traiter la maladie, éventuellement à distance. Finalement, c'est les règles de la chirurgie
digestives oncologiques qui sont respectées dans cette approche des carcinoses péritonéales. Voilà, puis le reste de l'histoire, mais vous le connaissez, ils vont vous en reparler. À force de faire de la carcinose péritonéale, on s'est intéressé aux tumeurs rares du péritoine, que ce soit le pseudomyxome, le mésothéliome, etc. On a eu la chance de pouvoir être soutenu par l'Institut national du cancer et on a pu monter RENAP, qui est ce réseau auquel un certain nombre des hôpitaux auxquels vous appartenez dans la salle participent très largement. On sait que RENAP a permis de mettre sur pied une base de données qui est absolument unique, considérable, puisqu'il y a à la fois la base de données clinique, mais que c'est chaque fois adossé à une tumorothèque, de façon à pouvoir faire des travaux dans le domaine biologique en plus. Donc 2009, c'est RENAP qui se met en place, qui est reconnu par l'INCa. 2014, Olivier lance Big RENAP, là encore avec le soutien de l'INCa, qui, ayant vu que RENAP fonctionnait bien, accepte en gros Big RENAP. C'est l'extension à toutes les carcinoses péritonéales d'origine digestive de cette énorme base de données qu'était RENAP et qui était limitée aux carcinoses issues des tumeurs rares du péritoine. J'ai mis un petit mot sur AMARAP. C'est parce que, faisant ce DIU, il faut que vous connaissiez AMARAP. Quand on a monté RENAP, l'INCa nous a demandé que RENAP soit adossé à une association de malades. Il n'y avait pas d'association de malades qui s'occupait des tumeurs rares du péritoine. Et on a pu monter AMARAP, qui est une assoce qui fonctionne bien, qui, si je me souviens bien, est parrainée par Gwenaël Pezra. C'est ça? Je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est pas mal, finalement, d'avoir une association comme ça. En plus, elle commence à prendre son essor et elle propose, depuis cette année, un appel d'offres pour des jeunes chercheurs. Donc, c'est une association qui est dynamique et je pensais qu'il fallait que vous en entendiez parler. Voilà. Et puis alors, puisque Olivier avait ressorti le vieux du placard pour vous parler de l'histoire de la CHIP, ben, je ne pouvais pas terminer sans vous mettre la photo de tous les collègues en France et dans le monde entier qui se sont acharnés sur cette maladie, avec lesquels on a beaucoup travaillé, beaucoup échangé. Et je dois dire que j'ai eu cette chance considérable de trouver dans le monde entier des collègues qui à la fois voulaient bosser là-dessus et qui étaient en plus très sympas. Et c'est très agréable de se revoir ensemble. On se voit tous les 2 ans. C'est un groupe qui fonctionne bien, qui publie ensemble, puisque je crois qu'il n'y a pas longtemps, Marc et Olivier ont publié une série énorme avec nos amis australiens. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif et je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir travailler avec autant d'entente avec tous vos collègues dans le monde entier. Voilà, merci. Oui, c'est vrai, ils l'ont dit. Alors, comme vous êtes un peu le philosophe sur cette histoire de CHIP, Bah, voilà autre chose. oui. Pourquoi vous démontrez très bien que le parallèle entre les métastases hépatiques et la carcinose, à peu près les mêmes époques en plus, 89. Alors pourquoi la CHIP ne marche pas? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi on n'arrive pas à en faire partout? Pourquoi on est bloqué? Bah, On pourrait dire qu'il y a des régions où ça existe quasiment pas, où on fait 5% d'autres régions. Hein. Bah, en faire partout, alors après, je vais peut-être être politiquement incorrect, en faire partout, je ne suis pas certain que ce soit le but final, parce que, voilà, oui, parce qu'en faire partout, même si forcément Annie et moi qui avons essuyé les plâtres, on sait que ça peut être très lourd, mais aujourd'hui encore, c'est lourd. Et c'est lourd pour le chirurgien, c'est lourd pour l'anesthésiste, c'est lourd pour les réanimateurs. Enfin, je veux dire, c'est pas très gentil de dire ça pour tous les hôpitaux, toutes les villes, toutes les cliniques, mais je pense que ça serait pas bien de le faire un jour partout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah, pourquoi il y a des régions qui résistent j'en sais rien, je ne peux pas vous dire. C'est probablement la poursuite de l'histoire de l'eau chaude. C'est dans 2 ans qu'il sort ces résultats, le randomisé? Oui. Non, 3 ans? Dans 3 ans. Hein, dans 3 ans. Je pense plus que ça. Plus que ça, voilà. C'est le problème de ces études randomisées avec un c'est objectif principal à 5 ans. Ceci étant, objectif principal de survie à 5 ans. Donc, une fois la dernière inclusion faite,
Il faut attendre, en théorie, 5 ans pour avoir les résultats définitifs. Ceci étant, on aura probablement des petites pistes sur l'analyse intermédiaire. Ceci étant, ça c'est pour le colorectal. Ouais. J'étais avec professeur Meunier de Rennes et on discutait un petit peu de la chip et je lui disais, mais bon, il reste un gros point noir, la Bretagne n'est pas équipée en centre de chip, quand est-ce que vous y mettez? Le problème, c'est que se mettre à la chip, c'est du temps, c'est inclure, comme le disait François, l'ensemble des équipes. Et il me dit, moi, je ne sais déjà pas où mettre mes malades actuels parce que je n'ai pas suffisamment d'anesthésiste, je n'ai pas suffisamment de place au bloc. Tu imagines, si on commence de se mettre à la chip, ça ne tiendra pas, on ne pourra pas absorber l'ensemble des indications. Marc? Moi, je serais juste un peu moins... c'est marrant de parler dans le micro, alors. Je serais juste un peu moins pessimiste. C'est-à-dire que je pense quand même que ça avance. D'abord, ça n'a pas commencé en même temps. Ça a commencé 15 ans après. Parce que finalement, c'est un peu plus tard. Moi, je suis arrivé comme jeune chirurgien à Gustave Roussy. J'avais jamais vu de chip à la paix. Jamais. Mais jamais. Et ça existait déjà, mais depuis pas si longtemps que ça. Et j'avais vu des hépatectomies partout à côté. Donc, je suis pas sûr. Mais pourtant, ça démarre en 89. Et c'est pas la même chose, Laurent. La C'est... chirurgie hépatique en 89, c'était les tout débuts. Oui, mais t'as un chirurgien. En 90, on commençait à en faire beaucoup. C'est vrai, mais c'est un chirurgien tout seul. La chip, c'est pas un chirurgien tout seul. Tu peux pas le faire sans l'anesthésiste à 200% avec toi, et tu peux pas le faire sans que l'oncologie autour de toi soit partie prenante. Donc en fait, si on regarde aussi l'arrivée des réunions de concertation pluridisciplinaires, la mise en place de cette logique-là qui aujourd'hui nous semble à tous archi normale, il y a 15 ans, il n'y avait rien. Moi, quand je suis passé comme interne dans les services de chirurgie à Paris, il y avait le tas des malades opérés, et l'oncologue arrivait une fois par semaine, et on poussait le tas vers lui, et on disait, tiens, c'est pour toi, Pépère. Ah, j'étais dans des très grandes maisons. Et le monsieur, il faisait un rapport, il a redressé ce rapport sur une petite feuille bien propre à la secrétaire, qui rangeait le rapport. Et puis un jour, il a ouvert une porte d'un placard, il a trouvé tous ses rapports bien rangés. Ils n'avaient jamais été remis dans les dossiers des malades. Et ça, c'était il y a 15 ans, 20 ans. Donc, je pense qu'il faut juste du temps. Moi, je ne suis pas très inquiet sur ça. Je pense qu'il faut du temps. Et puis après, on vit aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus compliqué que le monde d'il y a 15 ans pour mettre en place des standards. C'est pour ça que je suis d'accord que ce n'est pas d'en faire partout, je suis bien d'accord, mais que tous les malades en France aient la chance de pouvoir en bénéficier s'ils sont des bons cas. Alors, là, c'est encore le but de RENAP. Ouais, après, ça, c'est encore, il faut regarder l'activité. Moi, j'ai plus de 50% des patients pris en charge à Paris qui sont hors région parisienne. Plus de 50%. Hein. Donc, finalement, j'ai des patients de partout. Je pense que tous les patients peuvent arriver. Après, c'est la médecine qu'on connaît à deux vitesses, c'est-à-dire ça dépend du gars qui te prend en charge. Très clairement, sur Paris, dans les villes avec lesquelles je travaille, il y a les structures qui peuvent se permettre d'adresser un patient, qui vont y gagner en notoriété. Parce que on va dire, ce chirurgien-là, il opère 100 gugus par an. Sur les 100, il en envoie 2 à Paris, 1 à Lille. Ce gars-là, il connaît son boulot. Il sait que tac, tac, c'est 3 malades. Mais tous les autres, il les fait très bien. Ces équipes-là, quand elles envoient un malade, elles gagnent en notoriété. Mais les équipes plus petites, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis alors, après, le plus compliqué n'étant pas l'activité privée, le plus compliqué étant les PUPH sur Paris, puisqu'il y a une espèce de guerre où chacun veut dominer l'autre et avoir plus de malades, et où à partir de là, adresser un malade, ça devient un constat d'échec. Ça veut dire, je ne suis pas capable de faire ceci. Et ça, c'est très difficile à supporter pour une partie des générations, mais même les plus jeunes. Chacun a reproduit le système qu'il avait avant. Donc, mais encore une fois, je pense que tout ça avance. Et puis les derniers malades qu'on voit avec RENAP, c'est les malades qui viennent en ayant tapé Internet. Donc ça va aller de plus en plus, ça. Moi, aujourd'hui, j'ai des malades qui viennent et qui me disent le chirurgien voulait m'opérer puis faire venir un copain parce qu'il n'avait jamais vu ça. Donc ils étaient contents. Alors j'ai été sur Internet et j'ai refusé l'opération, je viens vous voir. On en a de plus en plus. Je pense que c'est la même chose chez toi. C'est sûr que les choses bougent moi, quand même. Je pense que ça avance quand même. Elles mettent du temps, Par contre, après, mais ça évolue quand même. Puis on n'est pas les plus démunis en France. Brendan Moran, qui a beaucoup d'humour, à un moment donné, avec notre réseau RENAP et nos 25 centres spécialisés français, disait, pour plaisanter, il va bientôt y avoir plus de centres qui font la chip en France que de malades qui peuvent en bénéficier.
Non, il y a des régions encore un petit peu limitées en termes d'offres de ce type de traitement. Je pense à la région du Nord un petit peu, à la Bretagne et un petit peu le Sud-Ouest. Après, quand on vous montrera le réseau RENA, les centres qui proposent la réalisation de ce type de traitement en France, on a une cartographie qui permet aujourd'hui, pour les meilleures indications, d'offrir la possibilité de pouvoir bénéficier de ce type de traitement quand même. Après, le message qui est celui qu'on essaye de véhiculer, puis dont on va reparler, qui est vous trouvez une carcinose, vous y touchez pas et puis vous l'adressez, c'est un message dont je sais que François m'interdisait de l'employer, y compris à Lyon pendant des années, et c'est un message qu'on commence de délivrer depuis le rapport de l'AFC. Avant, vous disiez à un chirurgien, vous trouvez une carcinose, vous faites une biopsie, vous touchez à rien et vous l'adressez dans un centre de chip, mais c'était pas entendable, ça. Donc c'est un message qu'on délivre depuis 6 à 7 ans. J'assume. C'est vrai que pendant un moment, je leur disais, arrêtez. Ce que vous dites est vrai, mais plus vous le direz, plus vous allez dresser les autres chirurgiens contre vous. Non, mais c'est vrai que... Alors aujourd'hui, le message commence à passer, mais il faut le passer avec une certaine prudence. Mais vous avez bien vu, à tel point que c'est même plus le corps chirurgical aujourd'hui qui passe ces messages en cancérologie. Du coup, à force de ne pas le passer, ce sont les ARS maintenant qui ont mis des quotas d'activité qui sont d'ailleurs relativement bas dans un certain nombre de chirurgies carcinologiques. Mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, et Marc, tu as probablement raison, probablement encore aujourd'hui, c'est un message où on se met tous les collègues à dos. Quand on dit attention, touchez pas ça, ça sous-entend dans la tête du collègue, ah ouais, toi tu sais le faire, moi je suis un nul, je sais pas le faire. Et c'est vrai que c'est un message très difficile. Les premières courbes, quand on les a présentées à l'AFC, là, celle que je vous ai montrée, on s'était même posé la question, est-ce qu'on met cette diapo ? Parce que démontrer clairement, avec des petits P à l'appui et sur des grandes séries, que l'équipe qui a plus de 7 ans d'expérience, elle arrive à tirer des malades d'affaires, alors que celle qui a 3 ans d'expérience, elle se tape des bimortalités qui sont absolument rédhibitoires, c'était la vérité scientifique. Mais on se disait, est-ce que la vérité scientifique est bonne à dire quand on va se mettre tout le reste du pays à dos ? Je crois que c'est plus le relationnel interchirurgien qui est en cause dans votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une petite question. Enfin, j'ai deux questions en fait, avec un commentaire. La preuve scientifique, finalement, elle n'est pas utile, de ce que je comprends, de l'efficacité, elle n'est pas utile pour les chirurgiens. Elle est utile vis-à-vis des oncologues. Parce que si on regarde un petit peu là, dans le domaine chirurgical, je crois que vous avez convaincu du fait des survies prolongées beaucoup les chirurgiens. Et les administratifs, ils s'en foutent de la preuve scientifique. Ce qu'ils veulent, c'est une caution chirurgicale qui dit c'est efficace. Et donc on se retrouve avec une preuve scientifique nécessaire pour les oncologues, et on comprend par rapport à la morbidité que vous avez bien décrite. Et ce que je vois maintenant sur le terrain, pour pousser ce dossier depuis quelques années à Lille, c'est l'aspect médico-éco, c'est-à-dire que il faut, en dehors de l'apprentissage que vous allez nous donner, et ça c'est super important, il faut peut-être aider les centres qui veulent monter une équipe de CHIP, enfin une expérience de CHIP en l'occurrence, à défendre un dossier médico-éco. Parce que notre direction, pour prendre celle du CHU de Lille, mais c'est pareil dans d'autres centres, dit ok, on a la preuve scientifique, ou même celle-ci va arriver, peu importe, mais il faut qu'on puisse avoir les reins suffisamment solides par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure pour absorber cette activité et le coût de cette activité. Et pourquoi pas, et c'est ce qui est fait à Lille, réorienter les patients et diriger une filière vers Paris. Parce que peut-être que c'est viable aussi ce système. Peut-être qu'il ne faut pas. Et est-ce que donc de ce fait, mon commentaire et ma question à la fin, c'est est-ce que vous avez une idée, maintenant que vous affinez vos indications, du nombre de centres en France qui serait utile d'avoir sur le territoire pour couvrir les besoins de santé ? Est-ce qu'il faut un centre à Lille, par exemple ? La réponse est oui. C'est évident qu'il faut un centre à Lille. Tu la poses comme ça, ils ne vont pas répondre pareil. Si. Pour répondre à un bout de la question, il y a, pas cette année, parce que le congrès était ce qu'il était, mais le congrès il y a 2 ans,
Il y avait une question sur combien ça coûte. Et donc, il y avait différentes méthodologies proposées par les collègues, mais de toute l'Europe. Et le chiffre, c'était 20 000 euros pour tout le monde pour une carcinose péritonéale d'origine colique. Donc, pour des carcinoses péritonéales dont on pense que la chirurgie n'est pas complètement délirante, que la maladie n'est pas extraordinaire. Donc, on n'est pas du tout en train de parler des pseudomyxomes qui, eux, sont maintenant adressés sur RENAP avec des prises en charge bien particulières et qui peuvent faire 40 jours d'hospitalisation, enfin, des situations qui n'ont rien à voir. On parle des cancers de l'ovaire, des cancers du côlon, qui vont être le gros bataillon. Ça, c'est 20 000 euros. Donc, il n'y a pas de codification aujourd'hui des actes de CHIP. Ça n'existe pas. La décision a été prise à plusieurs reprises entérinées, mais je suis sûr que tu y as été bien plus souvent que moi au ministère. Et globalement, le message qui nous a toujours été donné, c'est on ne veut pas rembourser parce que vous allez faire n'importe quoi, il va y en avoir partout, et on ne va plus rien comprendre. Ce qui est peut-être pas complètement illogique non plus quand on a vu 2-3 collègues partir en sucette et nous faire des chips dans des situations qu'on pensait même pas que c'était imaginable. Donc il y a cette barrière qui existe, mais par contre après en interne, moi je sais que quand je suis arrivé à la Riboisière, au début ils étaient tous contents parce que c'était une nouvelle activité. Au bout de 2 ans, c'était les autres collègues qui râlaient en disant on s'est offert une danseuse, il nous coûte la peau des fesses, Pocard il fait chier. Et puis au bout de 3 ans, c'est la directrice qui a commencé à dire bon, on va se réorganiser autrement. Et au bout de 4 ans, on a fait une compta analytique, ça coûte combien on est remboursé. Et on a été chercher tous les ans de l'argent. C'est la paix qui fait ça, hein, qui va auprès de la DRAS, je crois que c'est ça le truc. Peut-être tu nous diras. Et on récupère de l'argent. Et l'année dernière, on a récupéré 500 000 euros. Ils ont fait leur petit calcul et ça coûte ça. Et comme finalement, on est remboursé de ce qu'on dépense, et qu'à côté, on a une unité de recherche INSERM, des publications, des machins et une notoriété, ben finalement, l'hôpital est très gagnant, puisque bien sûr, ça ramène des sous, mais plus tard, avec d'autres systèmes de financement. Donc, je pense que la difficulté, elle n'est pas non plus gigantesque. Et puis, moi, je ne sais pas, quand je suis arrivé, que j'en ai parlé avec la directrice de l'hôpital, soigner des gens et être content, les administratifs, c'était plutôt aidant. La Ligue de Paris a payé la moitié de la machine quand je suis arrivé. Ben, tu vois, il y a plusieurs choses qui se sont faites. Je pense qu'il faut que ça soit un projet global, mais on a prévu un tout petit... j'ai un truc après où on discute un peu de ça, mais je pense qu'il ne faut pas être inquiet de... Et donc le nombre de centres en France, vous pensez qu'il faut... On a fait des calculs et ils sont tous foireux. Alors, je pense qu'il en faut... Il en faut un dans chaque grande ville hospitalo-universitaire, au minimum. Aujourd'hui, pour pouvoir absorber les indications potentielles de traitement curatif et de traitement prophylactique, qui ne va peut-être pas démontrer son bénéfice, mais qui, en tout cas, est évalué actuellement, il faut que chaque grande ville hospitalo-universitaire puisse proposer cette technique-là. Après, comme tu le disais, il y a CHIP et CHIP. Il y a la CHIP avec le pseudomyxome que vous a montré François, qui pour moi doit être réservé seulement à certains centres experts. Et il ne faut pas vouloir, en démarrant un programme de CHIP, faire ce type de malade-là. Mais c'est un message qui passe pas toujours. Et puis il y a la CHIP réalisée pour une petite carcinose ou pour un traitement préventif. Et c'est deux choses totalement différentes. Votre approche, effectivement, à la Lille est intéressante parce que vous démarrez un programme de CHIP en vous limitant aux chirurgies relativement limitées, même si dans l'estomac, on en reparlera, voilà, c'est un petit peu plus casse-gueule, et puis monter en charge progressivement. L'idée de ça, elle était à deux niveaux. C'est que petit 1, on n'avait pas la légitimité de la formation, puisque vous pouvez poser une question suivante. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup d'expérience, donc évidemment, en commençant par les malades les moins sévères, on s'attendait à des résultats plutôt, en tout cas, au moins pas délabrants pour les malades. Et deuxièmement, c'était le problème du coût, puisque ce qui arrivait très vite sur la table, c'est le problème du coût, au-delà même de l'efficacité patient et donc de la notion de transfert. C'est-à-dire que voilà, le dossier a été appréhendé en disant, voilà, ça coûte autant, il faut vérifier que ça rapporte ce que ça coûte en termes de personnel, d'occupation. Donc maintenant, les hôpitaux se positionnent, en tout cas de ce que je vois un petit peu à droite à gauche, vraiment sur la notion de coût et non plus tellement sur la notion d'efficacité. Et que finalement, la balance, elle n'est pas aussi claire. Parce que si vous prenez en compte tous les coûts de réanimation, d'anesthésie, de durée de bloc, etc., de façon très analytique, ce n'est pas hyper simple, surtout si, comme on l'a fait, ils vous ont contacté à Lyon et à l'IGA en l'occurrence pour avoir les grilles de coûts. Et les grilles de coûts, elles sont sur des malades qui sont ceux de centres experts, donc plus lourds. Et donc voilà, du coup, on plombe un peu
la finalité. Donc c'est pour ça que notre approche a été plutôt sur des patients moins lourds. Juste pour revenir à votre présentation, évidemment la diapo sur l'expérience du centre, elle est choquante, mais elle me semble légitime. Mais est-ce que finalement, et je voudrais vous entendre là-dessus, est-ce que vous avez mesuré l'impact de la formation sur ces courbes? Autrement dit, vous laissez entendre que finalement il y a un délai incompréhensible de temps qui est lié au nombre de procédures, j'imagine. Est-ce que finalement, lorsqu'on a une action de formation des chirurgiens ou des anesthésistes ou de l'ensemble de l'équipe, est-ce que ces différences s'estompent ou est-ce que vous ne savez pas à ce jour ce qu'il en est en termes de survie? Non, je crois qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Quand le papier de l'AFC, quand la série de l'AFC est sortie, des centres qui avaient plus de 7 ans d'expérience de mémoire, il y en avait 3. Et c'est des centres qui avaient fait leur formation entre eux. Je veux dire, on était tous allés soit chez Sugar Baker, Dominique Elias était venu à Lyon au tout début. Enfin voilà, on avait tous fonctionné les uns avec les autres. C'était un peu de l'apprentissage, compagnonnage à l'ancienne. Forcément, on essuyait les plâtres. Donc tu avais ces 3 centres qui, eux, avaient plus de 7 ans d'expérience. Les autres étaient en dessous. Alors, c'est la même chose. Ils sont allés au début chez Dominique à l'IGR ou chez nous ici. Ensuite, je crois qu'il y en a qui sont allés chez toi. Il y en a qui allaient chez Sugar Baker, chez Brendan Moran. Petit à petit, les centres qui ouvraient allaient se former chez les uns, chez les autres, reproduisaient l'apprentissage que nous, on avait fait au départ. Je pense, je ne suis pas sûr que ça a été fait. Enfin, tu me diras, à ma connaissance, ça serait intéressant de voir à l'intérieur de la même équipe si elle fait les courbes de survie et les courbes de morbimortalité sur ses 50 premiers malades, et puis sur les 50 suivants, et puis si, non, c'est fait ça? Oui, on l'a fait. Oui. Comment? Nous, on doit le publier, c'est dans les papiers de ce qu'on doit faire, mais on vous le montrera. Tu l'as, on leur montrera, Clarisse? Ouais. Leurs résultats. Ouais. Là. 140 patients, autour de 140 patients, où il y a un taux de cytoadduction complète qui devient, dans les standards, autour de 85%, et puis la morbidité majeure devient aussi acceptable autour de 140 patients. Donc ça rejoint en tout cas l'expérience du centre qui commence à être standardisée. Et pour répondre à ta question, Christophe, c'est l'expérience du centre et pas du chirurgien du tout. Parce que moi, j'ai fait 400 chips à Gustave Roussy, et quand je suis arrivé à Lariboisière, on a fait la courbe, et il nous faut 120 malades pour avoir une courbe stabilisée. Et quand je suis arrivé, c'était des gens qui faisaient de la chirurgie lourde, avec des polytromes, avec des machins. Enfin, je veux dire, les anesthésistes réanimateurs de Lariboisière, ils connaissaient la musique pour 1 milliard de choses, et il y avait un service de radiologie dédié au digestif dans le CHU. Donc il y avait une infrastructure, enfin il y avait des gens extrêmement compétents dans toutes leurs spécialités. Il n'empêche que tu arrives et il faut plus de 100 malades pour effectivement stabiliser la courbe. Mais je crois que ça existe dans les cancers de l'œsophage, dans les DPC, dans les rectums, ça a été montré. Ça, j'entends bien, mais ma question, elle est pour finalement rester pas politiquement correcte, mais qualitativement, je veux dire, positif. Est-ce qu'on a mesuré l'impact sur cette chirurgie lourde, et qui est valable pour d'autres chirurgies lourdes, je vous l'accorde, de l'action de formation sur ces taux de mortalité de départ? Est-ce que finalement la formation de l'équipe, est-ce qu'elle nous permet d'arriver déjà comme si on avait une learning curve de 50, même si après j'ai bien compris que le centre, évidemment, en faisant plus, va apprendre de ses erreurs? Et donc ma question, elle est, parce que ces actions de formation qu'on a là, est-ce qu'on ne peut pas les valoriser auprès de nos tutelles en disant, voilà, une action de formation permet de gagner en morbimortalité et en survie pour les malades, et ça dépasse le cadre de la carcinose, bien sûr, puisque c'est valable pour, moi je me pose la question pour l'œsophage, bref, pour tout un tas de pathologies lourdes, et ça permet aussi aux gens qui sont peut-être dans des structures moins importantes de pouvoir développer un programme en ayant du coup une analyse de coût et d'efficacité plus probante. Enfin, c'est la question que je... Je ne sais pas si on peut répondre, on n'a pas de méthode. La seule truc qu'on peut te dire, c'est que la pire des courbes que vous avez vues, là, celle qui était tout en bas, le gars qui tient le centre, il n'a jamais été ailleurs. Ouais. On peut pas faire, on n'a pas d'évaluation objective de cela, mais on a l'évaluation subjective. Et clairement, des centres qui sont venus à Lyon avec toute leur équipe, les anesthésistes, les infirmières, chez qui on est allé faire la première chip et qui ont limité leurs indications initialement et ont monté en charge progressivement,
ces équipes-là ont eu au départ de bien meilleurs résultats et une learning curve qui est beaucoup plus rapide que celui qui est venu tout seul ou qui a vu dans un congrès qu'on pouvait faire une chip et qui a démarré une chip. On ne compte pas le nombre de centres, qui ont démarré un programme de chip et qui ont arrêté parce qu'après avoir tué 3 malades, il n'y avait plus un seul oncologue, plus un seul chirurgien local qui ne voulait leur adresser les patients. Ça, on a cette évaluation subjective indiscutablement. Après, et je pense que tu as probablement la même difficulté, je pense, dans la chirurgie œsogastrique, comment arriver à mettre en valeur des systèmes de formation de manière objective, c'est très difficile. Il y a un papier que je vous recommande, vu les difficultés que le pauvre garçon qui a essayé de l'écrire a eu à publier, qui est Kusamura, qui travaille avec Deraco, qui a essayé de faire un papier avec une méthodologie difficilement compréhensible par les chirurgiens que nous sommes, sur la learning curve dans le pseudomyxome. Et il a pris la morbimortalité et les résultats de survie pour essayer d'évaluer à partir de quand on augmentait réellement son efficience dans la prise en charge des pseudomyxomes péritonéaux. Et c'est à partir y compris dans une équipe comme Sugar Baker, à partir d'un seuil de 100-150 pseudomyxomes. Donc on a une évaluation objective par équipe, mais l'évaluation objective de la formation, qui n'était jusque-là pas tellement développée. L'ESSO et Hambourg, ça a 4 ans. Le DIU, c'est notre première année. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans d'autres pays européens. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent aux États-Unis. J'ai posé la question à Sugar Baker à Amsterdam de savoir si il était intégré l'apprentissage de la cytoréduction et de la chip dans le système de formation américain. Non. Donc c'est certainement utile. La réponse d'Olivier sur des équipes qui se sont arrêtées, on l'a vraiment vu, et l'erreur habituelle, c'était le gars tout seul. Le gars tout seul qui veut se lancer, qui court, et alors lui, il prend une porte de porte, et après, c'est les pharmaciens, habituellement, qui ferment la porte à la fin, et qui disent tu es chirurgien, tu ne peux pas prescrire de chimiothérapie, ça fait clic, et ça s'arrête. Donc effectivement, mais c'est que des arguments indirects pour aller dans ton sens. Oui, comme on n'a que des arguments indirects, je dirais que ce que tu fais avec ton équipe à Lille, ça me paraît être une approche excellente, parce que finalement, en commençant par, j'allais dire, des malades moins complexes, finalement, tu te mets un peu dans la condition où on était en 89, où on ne se balançait pas tout de suite. La première pauvre dame de 89, on ne lui a pas démonté tout l'abdomen. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était une mauvaise indication, ce qui est vrai. Et puis on ne s'est pas non plus lancé dans la chirurgie extrême. Je crois que la grosse erreur, de reparler de l'Italie, mais je l'ai souvent dit dans les congrès internationaux, ce qu'a fait, c'était il y a 10 ans, je crois, le chirurgien de Paris, c'est dramatique pour ce traitement, c'est dramatique pour les chirurgiens qui font ça. Le chirurgien de Bari, première fois où il se lance, il décide de se lancer dans une carcinose de pancréas. Il se lance dans la DPC, une DPC qui ne passait pas en arrière, il résecte du vasculaire en arrière, il balance la chip, ça dure 24 heures. Dans la nuit, ils appellent Garofalo à Rome, qui prend l'avion pour les rejoindre, et quand Garofalo se pose à Bari, le malade est mort sur la table. Ça a été cataclysmique dans l'Italie, cette expérience. Le type faisait ça pour la première fois. Il faisait une carcinose. Ça, c'est sûrement... Alors, c'est caricatural, hein, mais j'insiste sur ce que vous faites à Lille. Je trouve que c'est une très bonne approche de ne pas démarrer avec le pseudomyxome gigantesque, de démarrer avec des petites carcinoses. Je pense que c'est aussi une façon d'apprendre. Après, c'est vrai qu'on n'a rien en méthodo et en scientifique sur l'impact réel d'une formation supplémentaire. Et puis pour terminer sur ta réponse, tu l'as dit, c'est vrai qu'avec Dominique Elias, c'était il y a 3 ans, non ? 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus, là, quand on avait été interpellé par le ministère de la Santé et la DGOS. Oui, ils ne sont pas décidés à financer. Ils disent si on se met à financer, il va y en avoir de partout. Donc le ministère attend que ce soit l'INCa qui mette des barrières pour pas que ça diffuse. L'INCa dit c'est pas à nous, c'est au ministère de le faire. D'ailleurs, quand on voit pour RENAP, ça devrait être à l'INCa de dire le pseudomyxome,
C'est là, là et là. Or, l'INCa demande à RENAP de décider quels sont les centres qui peuvent faire du pseudomixome. Donc, si tu veux, on est dans ce système français qui est loin de nos collègues de l'autre côté de la Manche. On est dans ce système français qui maintenant a compris l'intérêt de l'expertise, mais où tout le monde se renvoie la balle pour la responsabilité de la prise de décision. Donc là, sur le financement, ils ne veulent pas parce qu'ils te disent, dès qu'on va financer, le lendemain, tout le monde va en faire. Et puis finalement, on n'a pas tant besoin de financer parce que finalement, c'est dans vos MIGAC et c'est dans les retours mairie avec vos unités de recherche, vos publications, etc. Donc en gros, ils te disent, circuler, il n'y a rien à voir sur le financement.